Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Au sommaire, les régions du nord du Togo souffrent de pénuries de pluie qui affectent gravement l'agriculture et les moyens de subsistance des populations. Les autorités mettent en place des stratégies afin de faire face à ces défis climatiques. L'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, a rendu public les prévisions des mois de février et de mars. Une situation météorologique qui montre un visage contrasté. Et puis Madagascar vient de dévoiler son nouveau projet d'électrification de 80% de la population d'ici 2030. Un projet qui permettra d'offrir une énergie plus propre, plus fiable et plus accessible à environ 25 millions de Malgaches. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le Togo, depuis l'année 2024, est confronté à une crise climatique sans précédent, notamment dans le nord du pays. Les sécheresses prolongées deviennent un fléau qui fragilise les conditions de vie des populations rurales. Face à cette situation, il devient urgent d'établir des stratégies d'adaptation pour lutter contre les effets du changement climatique. Le commentaire est signé Honoré Kata. L'année 2024 a marqué un tournant inquiétant pour le nord du Togo, avec des pénuries de pluie qui ont causé des dommages considérables, notamment dans le secteur agricole. Selon le bilan de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET, l'année dernière a été la moins arrosée des 5 dernières années, une situation qui met en lumière l'impact croissant des changements climatiques sur le pays. Les cycles saisonniers habituels, perturbés par des sécheresses prolongées, affectent durement les cultures et les conditions de vie des populations rurales, particulièrement dans le nord où l'agriculture reste la principale source de subsistance. Le changement climatique n'est pas une simple hypothèse, il se matérialise par des sécheresses plus fréquentes et plus graves. Les prévisions de l'ANAMET indiquent une situation qui risque de se détériorer davantage dans les mois à venir, avec une absence de pluie persistante et une présence accrue de poussière et de brumes sèches aggravant encore les conditions de vie et de travail des populations. Ce phénomène souligne l'urgence d'adopter des stratégies d'adaptation face à des déséquilibres climatiques. Dans le sud du pays, les prévisions annoncent des pluies et orages à partir de mi-février, apportant un certain soulagement aux populations du sud, souvent moins touchées par ces phénomènes. Mais cet écart climatique entre le nord et le sud du pays met en évidence une inégalité géographique face aux aléas météorologiques, nécessitant une approche plus territorialisée dans la gestion des ressources en eau et des pratiques agricoles. Face à ces défis, il devient impératif que le Togo mette en place des politiques agricoles et hydrologiques adaptées, capables de faire face à des conditions climatiques de plus en plus extrêmes. La mise en place de solutions durables, telles que l'irrigation améliorée et les cultures résistantes à la sécheresse, pourrait atténuer l'impact de ces événements climatiques et offrir une meilleure résilience aux populations vulnérables. L'Agence nationale de la météorologie du Togo donne les prévisions des mois de février et mars 2025 dans notre pays. Quelle sera la situation dans les différentes zones climatiques du Togo? Les éléments de réponse dans cet élément de Vivace Amana. La situation météorologique sera contrastée au cours des mois de février et mars 2025. C'est ce qu'a révélé les prévisionnistes de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, lors d'un atelier qui s'est déroulé du 29 au 31 janvier dernier à Kara, au nord du pays. Dans les 2 mois à venir, le nord du pays sera marqué par ce que nous appelons la présence de la poussière et de la brume sèche, et qui des fois va réduire ce que nous appelons la visibilité, donc attention aux transporteurs. Et dans le sud, nous allons à partir de mi-février en allant commencer par enregistrer quelques plus faibles, accompagnés des orages, et que les populations doivent vraiment faire attention. Attention parce que ce n'est pas les premières pluies qui doivent amener les agriculteurs de commencer les cultures. Donc il va falloir attendre parce que nous avions l'habitude de pouvoir faire les prévisions saisonnières et on se prépare pour pouvoir faire les prévisions saisonnières pour l'année 2025. Sur cette même période, les températures devraient osciller entre 20 et 40 degrés Celsius. Celles-ci sont légèrement supérieures à la normale et pourraient accentuer la sensation de chaleur dans plusieurs localités du pays. Pour surmonter ces désagréments du climat, les experts de l'ANAMET recommandent aux populations de respecter les périodes de feu de végétation, de boire beaucoup d'eau, d'éviter le plus possible l'exposition au soleil, d'assurer une gestion efficiente des ressources en eau, de se vacciner contre la méningite et de prendre des précautions contre d'autres maladies respiratoires.
Cette rencontre entre météorologues et autres personnes ressources, telles que les hydrologues et membres de la protection civile, a permis d'évaluer les prévisions saisonnières de l'année 2024. D'après cette évaluation, l'on retient que le cumul moyen des précipitations à l'échelle nationale s'est établi à 1162 mm en 2024 contre 1274 mm en 2023. Une légère diminution qui a eu des conséquences non négligeables sur la production agricole selon l'ANAMET. Au Togo, la durabilité des infrastructures d'eau et d'assainissement demeure une priorité majeure. Dans ce contexte, la ministre de l'Eau et de l'Énergie a lancé une tournée d'inspection à travers le pays pour évaluer les installations existantes et identifier les ajustements nécessaires. Honoré Kata. La question de la durabilité des infrastructures d'eau et d'assainissement revient régulièrement au cœur des préoccupations. Malgré les investissements consentis, la dégradation rapide de ces équipements menace la qualité du service rendu aux populations. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Milia Aziagboué, a entrepris une tournée d'inspection à travers le pays afin d'évaluer l'état des installations et d'anticiper d'éventuelles corrections. Lors de son passage dans la région de la Kara, elle a visité plusieurs sites stratégiques, dont la station de traitement des eaux potables et les infrastructures de gestion des déchets. Plus tôt dans la semaine, elle s'était rendue dans la région des Plateaux où elle a inspecté le centre de traitement d'Iwolobo, mis en service en 2024 avec une capacité de 30 000 m3 par jour. Si la ministre a salué la qualité des travaux, elle a aussi relevé des insuffisances techniques qui nécessitent des ajustements, preuve que le défi ne réside pas uniquement dans la construction, mais aussi dans le suivi et la maintenance. Ces visites rappellent l'urgence d'une gestion rigoureuse des infrastructures. Au-delà des inspections ponctuelles, il est crucial de renforcer les mécanismes de maintenance et de responsabiliser les acteurs locaux pour éviter une détérioration prématurée des équipements. Une approche durable doit allier investissement, suivi technique et implication des populations afin de garantir un accès pérenne à l'eau et à l'assainissement. Le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique Daouda Ngom a procédé lundi dernier à l'inauguration du nouveau siège du comité de gestion et de poste de commandement de l'aire marine protégée de Somone dans l'ouest du Sénégal. C'est un ambitieux projet qui vise à assurer une gestion durable des écosystèmes et à atteindre une souveraineté environnementale d'ici 2050. Suivant. La ville de Somone, située dans le département de Membour, à l'ouest du Sénégal, a accueilli le lancement d'un ambitieux projet de préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Il s'agit du nouveau siège du comité de gestion et de poste de commandement de l'aire marine protégée AMP de Somone. Lors de cet événement, Daouda Ngom, ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, a souligné l'importance capitale de cette cérémonie dans le cadre de la vision Sénégal 2050 qui vise à atteindre une souveraineté environnementale tout en assurant une gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité. Le ministre a rappelé que le Sénégal se positionne aujourd'hui comme un leader mondial dans la gestion des aires marines protégées avec la création de 15 AMP depuis 2004. Ce leadership dans la préservation de la biodiversité marine permet au pays de s'affirmer sur la scène internationale, notamment avec l'honneur d'accueillir le Congrès mondial des aires marines protégées en 2027. Il a précisé que les AMP poursuivent deux objectifs fondamentaux, la conservation de la biodiversité dans toutes ses dimensions et la génération de revenus pour les communautés locales grâce à un tourisme durable et des initiatives économiques respectueuses de l'environnement. Ce modèle de gestion contribue ainsi à la protection de la faune et de la flore marine tout en apportant un soutien direct à l'économie des zones côtières. Dans le cadre de la politique environnementale du Sénégal, le ministre a rappelé l'objectif national de protéger 30% de son territoire terrestre, marin et côtier d'ici 2050, afin de répondre aux défis environnementaux mondiaux et d'assurer un avenir durable pour les générations à venir. Madagascar a dévoilé la semaine dernière, lors du sommet africain de l'énergie qui s'est tenu en Tanzanie, son pacte national pour l'énergie.
C'est un plan stratégique qui vise à accélérer l'électrification du pays et à améliorer l'accès à l'électricité à plus de 80% de la population d'ici 2030. Vous en saurez plus dans cet élément. Lors du sommet africain sur l'énergie qui s'est tenu en Tanzanie les 27 et 28 janvier 2025, Madagascar a signé un pacte ambitieux pour garantir l'accès à l'électricité pour sa population. L'objectif est de passer de 36% de la population actuellement électrifiée à 80% d'ici 2030, offrant ainsi une énergie propre, fiable et abordable à environ 25 millions de Malgaches, tout en réduisant la dépendance au mode de cuisson polluant. Le gouvernement malgache, en collaboration avec des partenaires financiers internationaux, a prévu un investissement de 7,2 milliards de dollars pour réaliser cet objectif ambitieux. Le ministre malgache de l'énergie et des hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a souligné que cet investissement sans précédent est crucial pour répondre à l'ambition nationale d'assurer une électrification rapide et inclusive. Pour lui, l'électricité ne doit plus être un luxe réservé à une minorité, mais un droit fondamental pour tous les citoyens malgaches. Le ministre de l'Énergie a également mis l'accent sur l'importance de l'électrification dans les zones rurales, où l'accès à l'électricité reste encore très limité. Actuellement, à peine 15% de la population rurale a accès à l'électricité. Le plan prévoit également d'augmenter de manière significative le nombre de mini-réseaux avec un objectif de plus de 1000 mini-réseaux d'ici 2030 contre 200 actuellement. Pour atteindre ces objectifs, des investissements publics et privés seront nécessaires, surtout dans les localités que la compagnie électrique Jirama ne pourra pas connecter. Au-delà des défis financiers, le succès du Pacte national pour l'énergie réside également dans la capacité des opérateurs privés à accélérer la mise à l'échelle des projets. Il s'agit notamment des centrales hydroélectriques de Sakofia et de Voloibé, deux projets stratégiques pour mettre fin au délestage dans la capitale Antananarivo et connecter de nouveaux bénéficiaires au réseau national. Cependant, leur mise en service est retardée depuis plusieurs années à cause des négociations tarifaires difficiles. Si les défis restent nombreux, notamment en termes de financement et de logistique, le pays est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 80% d'électrification d'ici 2030, améliorant ainsi la vie de millions de Malgaches et favorisant un développement plus inclusif et durable. Le monde entier a commémoré dimanche 2 février dernier la Journée mondiale des zones humides. Pour cette année, le thème retenu est « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Voyons cela avec Vivas Amana. Commémorée chaque 2 février depuis 1971, à l'occasion de l'anniversaire de la Convention de Ramsar, la Journée mondiale des zones humides est l'occasion de célébrer la valeur et l'importance de ces zones, mais aussi de rappeler leur fragilité. Ceci cadre parfaitement avec le thème retenu en cette année 2025 qui se décline en ces termes « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Celui-ci vient rappeler que la protection des zones humides et leurs fonctions est la clé d'un avenir prospère pour toute l'humanité. Les zones humides sont en effet des écosystèmes où l'eau est le principal facteur contrôlant l'environnement et la vie végétale et animale qui y est associée. Il s'agit entre autres des écosystèmes marins et côtiers tels que les lacs, les cours d'eau, les mangroves, les aquifères souterrains, les marécages, les oasis, les récifs coralliens et tous les autres sites artificiels à l'instar des étangs d'aquaculture et les rizières. Actuellement, il existe plus de 2500 zones humides d'importance internationale dans le monde. Elles couvrent plus de 2,5 millions de km², soit 6% de la surface globale de la Terre. En cette année 2025, la Journée mondiale des zones humides revêt une importance particulière. Elle coïncide avec la 15e session de la conférence des parties contractantes de la Convention sur les zones humides COP15. Cette dernière se déroulera entre le 23 et le 31 juillet 2025 à Victoria Falls au Zimbabwe, tout près du paysage pittoresque des chutes du fleuve Zambèze. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez depuis l'Egbasito. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.